Une audience, celle accordée par le Premier ministre à l'ambassadeur d'Iran, c'était ce matin. Une épreuve, celle de l'arabe pour le concours d'entrée en première année du secondaire, une fête qui s'est déroulée aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Une journée, celle du don de sang, une journée ouverte organisée aujourd'hui sous la supervision de la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 9 octobre 2020. À 21h30 que nous commençons par la diplomatie avec ce message de félicitations adressé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à l'émir de l'État du Koweït, son Altesse Cheikh Nawaf Ahmed Jaber Sabah. Donc, Altesse et chers frères, votre prestation de serment constitutionnel en tant qu'émir de l'État du Koweït, frère, m'offre l'agréable occasion de présenter à votre Altesse, au nom de la République islamique de Mauritanie, de son peuple et de son gouvernement, à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations, implorant Allah le Tout-Puissant de guider vos pas et vous assurer le succès pour le bien-être, la prospérité et l'épanouissement de votre pays. En même temps que nous exprimons à la direction et au peuple koweïtien notre profonde considération et notre gratitude pour le bien qu'ils ont fait et qu'ils continuent de faire au peuple mauritanien, nous affirmons aussi à votre Altesse notre détermination à raffermir les liens fraternels qui nous unissent et à développer les relations de coopération entre les deux pays dans l'intérêt mutuel de nos deux peuples frères et de nos ummas arabes et islamiques. Veuillez recevoir, Altesse et chers frères, l'expression de ma très haute considération, votre frère Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Voilà donc pour ce message de félicitations adressé par le président de la République à l'émir du Koweït. La diplomatie, on y reste encore un instant, cette fois pour parler de cette audience accordée par le Premier ministre. On doit voir les images, les voilà. Donc audience accordée par le Premier ministre. Il a reçu en effet, M. Mohamed Ould Bilal a reçu l'ambassadeur d'Iran en Mauritanie, l'occasion pour les diplomates iraniens de transmettre au Premier ministre les félicitations du vice-président iranien. L'audience est déroulée en présence du directeur du cabinet du Premier ministre et d'une chargée de mission à la primature. Des images de cette audience, on continue à les voir. Donc après les diplomatiques, maintenant le pédagogique. Le pédagogique avec l'épreuve en arabe du concours d'entrée en première année du collège. Cette épreuve donc a été organisée aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Ici à Nouakchott, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a visité certains centres dans les 3 wilayas de Nouakchott. Compte rendu, Bokar Baïlaba. L'examen de l'épreuve en arabe intervient après la décision du ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme de le reprendre après la circulation par erreur avant la date prévue. Et pour s'informer sur le déroulement de l'épreuve, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, Mohamed Melaïdine Ould Iyi, a visité les centres d'examen dans les Mouqata de Tayaret, d'Arafat et de l'Iksar. Et à l'issue de la visite, le ministre a déclaré que les conditions étaient réunies pour un déroulement correct de l'épreuve. Nous avons constaté que les conditions étaient réunies pour un déroulement correct de cette épreuve. Elle se déroule dans une situation normale. Avec cette épreuve, nous complétons les 3 examens nationaux les plus importants, le bac, le brevet et le concours. Nous restera l'épreuve de la session du bac qui est programmée pour le 26 octobre. Les cours vont se dérouler de façon normale jusqu'au 19 octobre. Entre le 19 et le 23, les élèves passeront des examens de passage pour les classes qui n'ont pas de diplôme national. Et cette année sera achevée. Les élèves affirment que l'examen de l'épreuve s'est bien déroulé, espérant que cela soit couronné par la réussite. Au niveau de l'association des parents d'élèves, c'est la satisfaction qui domine.
Ils ont salué la décision du ministère de tutelle pour avoir repris à temps l'examen de l'épreuve en arabe. Le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme est déjà dans la préparation de la prochaine année scolaire qui va démarrer le 16 novembre 2020. Donc cette reprise, plutôt cette ouverture scolaire pour l'année 2020-2021, on reste toujours dans le cadre de cette épreuve en arabe donc, qui a été organisée aujourd'hui. On vient de le voir à Nouakchott. On va le voir aussi à l'intérieur du pays. On a choisi 5 étapes avec nos correspondants. Il s'agit d'Ennema, d'Ayoun, de Kifa, de Kaïdi et de Nouadhibou. Tout cela avec Abdoulaye Demeba. À Néma, le Wali Moussaïd Mohamed Oulel Hassan s'est rendu au niveau de certains centres d'examen de la ville. Sur place, il s'est enquis en compagnie des autorités pédagogiques du déroulement des épreuves de l'arabe pour le concours d'entrée en première année de collège. À Ayoun, 6300 élèves sont candidats pour le concours d'entrée en première année de collège. Ces derniers sont répartis dans les 74 centres d'examen que compte Sédulaya, avec un pourcentage de candidatures féminines estimé à 58%. À Nassaba, 8400 élèves sont candidats cette année pour le concours d'entrée en première année de collège. Les candidats sont répartis dans les 97 centres que compte Sédulaya. Le Wali de la Saba a visité certains centres d'examen à Kifa afin de s'enquérir du déroulement des opérations. Au Gorgol, 7791 élèves sont candidats cette année afin de franchir les études secondaires. Ils sont répartis dans les 76 centres d'examen au sein des 4 Moukhatas de Sédulaya. Le taux de participation des filles est de 50,7% pour ce concours cette année. Enfin, au sein de la wilaya d'Ahle Nouadhibou, 3950 élèves prennent part à ce concours cette année au niveau des 29 centres d'examen à Nouadhibou et Chami. Les autorités administratives se sont ainsi enquis du déroulement de la reprise de l'épreuve d'arabe pour le concours d'entrée en première année de collège. Voilà donc pour cette épreuve en arabe qui a été organisée aujourd'hui. Vous savez que l'épreuve initiale avait fuité la semaine dernière, d'où la décision donc du ministère de reprendre cette épreuve qui a été organisée aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Les pédagogiques, on y reste encore cette fois pour parler de la formation préliminaire des professeurs de l'enseignement secondaire. Eh bien, cette formation, une formation dont une revue des structures se déroule actuellement à Nouakchott, ceci dans le cadre d'un séminaire qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott et qui doit durer 4 jours. Organisateur de ce séminaire, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des TIC, c'est les technologies de l'information et de la communication. Alors, sur quoi se focalise ce séminaire ou cette formation? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Les travaux de cet atelier se focalisent autour de la restructuration de la formation initiale des professeurs d'enseignement secondaire à l'École normale supérieure NS. L'atelier, qui s'inscrit dans les efforts consentis par les départements pour l'amélioration de la qualité, était l'occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication de souligner qu'une approche de bonne gouvernance a été adoptée, matérialisée à travers la publication de nombreux textes qui s'avéraient d'ailleurs idoines, garantissant l'organisation du secteur à différents niveaux et la mise en place d'organismes de recherche scientifique qui auront un impact positif sur la qualité de l'enseignement supérieur. De son côté, le directeur général de l'ENS, Mohamed Sidi El-Khabaz, a indiqué que cette rencontre comportera des ateliers sur les sciences de l'éducation et de la formation, les profils référentiels et professionnels du professeur du secondaire, les missions et les mécanismes de l'ENS, les matières à dispenser ou encore sur la recherche pédagogique et la formation continue. 4 jours durant, les participants auront à suivre des exposés théoriques sur les différentes questions relatives à la restructuration de l'enseignement secondaire avant de produire un atelier spécifique des propositions pratiques qui permettront de former des professeurs d'enseignement secondaire capables d'accomplir de manière optimale les tâches qui leur sont confiées. Un séminaire donc sur la formation préliminaire des professeurs de l'enseignement secondaire, séminaire qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott. Le coup d'envoi a été donné, vous venez de le voir, par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des TICS. Son collègue de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement, eh bien, il se trouve, lui, depuis hier à Rome, la capitale italienne. Là-bas,
les ministres participent à une conférence internationale sur les propriétés intellectuelles volées ou confisquées par des voies illégales. Et c'était l'occasion pour le ministre, dans son intervention devant les participants, de présenter les mesures concrètes prises par le gouvernement mauritanien dans le cadre de la lutte contre le vol et le trafic illicite des biens culturels. Je vous propose d'écouter les ministres. En étroite collaboration avec l'UNESCO, que je salue ici pour son engagement et sa détermination, que nous avons mené d'importantes actions qui sont la révision de notre arsenal juridique relatif à la protection du patrimoine culturel en y insérant des textes exclusivement consacrés à la lutte contre le vol et le trafic illicite des biens culturels. L'organisation de formations ciblant les magistrats, les services de gendarmerie, de la douane et des forces de sécurité ainsi que le personnel du département de la culture et les acteurs de la société civile. L'organisation d'une campagne de sensibilisation dont les acteurs principaux sont les leaders d'opinion et en particulier les femmes qui ont un rôle central dans la protection du patrimoine culturel. La relance du processus d'adhésion de notre pays à la Convention Unidroit de 1995 sur les biens volés ou illicitement exportés et la Convention de La Haye de 1954 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et au second protocole de 1999 relatif à cette dernière, et aussi la Convention 2001 relative à la protection du patrimoine subaquatique. Notre pays s'active à jeter les bases d'une véritable stratégie de sauvegarde et de valorisation de toutes les composantes de notre patrimoine culturel national en étroite concertation avec les collectivités locales et la société civile dans le cadre du plan de développement du patrimoine culturel adopté récemment par le gouvernement mauritanien, et ce conformément à l'impulsion que constitue le volet culturel du programme du président de la République. Voilà donc le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement devant la conférence internationale sur les propriétés intellectuelles volées ou confisquées par des voies illégales, conférence qui se déroule depuis hier à Rome, la capitale italienne, une conférence de 2 jours donc qui doit en principe s'achever aujourd'hui. Retour à Nouakchott pour parler cette fois de cette rencontre de concertation entre le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et les jeunes. C'était hier soir, ici à Nouakchott, précisément au Palais des Congrès, rencontre qui est organisée en partenariat avec le PNUD. Et au centre de cette rencontre, la stratégie de la jeunesse 2020-2024. Précision avec Bokar Baïlaba. Le chômage et le sous-emploi des jeunes font partie des principaux défis de développement. L'autonomisation des jeunes occupe une place prépondérante dans la stratégie nationale de la jeunesse 2020-2024. D'ailleurs, c'est tout le sens de la concertation entre le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports et les jeunes, basée sur cette nouvelle stratégie Dialogue United Nations 75 avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Pour un pays qui a tellement de richesses, alhamdoulilah, et pour un pays qui a une jeunesse quasiment qui dépasse 60% de la population, donc nous sommes conscients, le président de la République a été conscient, il a été sensible donc, aux préoccupations qui ont été posées par les jeunes, que ce soit le chômage, que ce soit donc les questions donc, de jeunesse et de sport dont je parlais tout à l'heure. Et donc il nous a demandé donc, de mettre en place une stratégie nouvelle, et donc elle doit mettre l'accent sur le leadership. Le leadership du jeune. Il faut qu'on restaure le leadership de la jeunesse. Les gens oublient que nous sommes dans un pays où dans les années 70, nous avions une jeunesse qui était extrêmement engagée pour le progrès de la Mauritanie. Nous avions une jeunesse qui était extrêmement consciente des fragilités qui guettaient notre pays. Et je pense qu'il est important que les jeunes le sachent. Et donc la vision du président de la République, c'est qu'il faut qu'on voit les jeunes, pas uniquement en tant que jeunes de l'opposition ou jeunes du pouvoir. Ce sont des jeunes Mauritaniens. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Nous sommes là pour vous écouter, pour vous dire quel type de jeunesse vous voulez véritablement bâtir pour votre pays. C'est pour vous dire également, est-ce que vous êtes prêts à accompagner ce que nous sommes en train de faire?
Et pour vous dire que ce que nous allons faire comme stratégie, ça va être une stratégie qui va être évaluée chaque année. L'objectif pour nous, c'est que le président de la République, chaque année, rencontre les jeunes pour leur dire, alors, nous avons fait des engagements par rapport à la jeunesse, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Pour sortir de la spirale du chômage des jeunes, les professionnels proposent la promotion de l'auto-emploi et la très petite entreprise. Dans ce sens, l'objectif est de développer et encourager les activités génératrices de revenus dans le cadre d'une démarche globale axée sur la valorisation des filières avec une déclinaison territoriale. Et ceci va nous permettre, le programme des Nations Unies du développement et les Nations Unies, de pouvoir vraiment faire en sorte que notre engagement, notre partenariat soit fondé sur non seulement les aspirations de la jeunesse mauritanienne, mais aussi les politiques en cours et faire en sorte que nous soyons vraiment dans notre travail, dans nos efforts, alignés avec vraiment la Mauritanie de demain. Pour rappel, les jeunes constituent une cible primordiale dans les 10 premiers des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. L'inactivité n'est pas une option. Une rencontre de concertation, donc, c'était hier soir ici au Palais du Congrès, présidée par les ministres de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Quant à la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, elle a présidé aujourd'hui une journée ouverte de dons de sang, une journée organisée en collaboration avec le ministère de la Santé et le Croissant-Rouge mauritanien. Le lieu de la cérémonie, Abdoulaye Demeba. C'est au niveau du centre de formation de la petite enfance que Madame la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille a célébré la journée du don de sang cette année. Elle est organisée en collaboration avec le ministère de la Santé, le Centre national de transfusion sanguine et le Croissant-Rouge mauritanien. Elle est dédiée cette année aux femmes enceintes et malades atteintes d'insuffisance rénale. Madame la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Naha Mint Haroun Cheikh Sidiye, a félicité les donneurs pour avoir répondu à cet appel qui s'inscrit dans le cadre des journées de volontariat de don de sang qu'organise ce département. Elle a ensuite indiqué que le don de sang est très important et souhaite que ce comportement puisse faire partie des mœurs de la société mauritanienne. Quant à Mohamed Lamioul Aïbe, coordinateur des jeunes volontaires du Croissant-Rouge mauritanien, il a déclaré qu'ils prennent part en collaboration avec le MASEF à cette journée célébrée le 9 octobre de chaque année. Ils ont participé, dit-il, avec la présence de 50 personnes, en plus d'une contribution de 3 véhicules. Voilà pour cette journée donc de don de sang. L'actualité nationale, c'est aussi la 4e session ordinaire du Conseil régional de Nouakchott qui a commencé aujourd'hui sous la présidence de sa présidente. Une session dont l'ordre du jour comporte entre autres points l'adoption du projet du budget pour l'année 2021, un projet de budget marqué par une diminution des chapitres de gestion au profit des chapitres d'investissement pour des projets de développement de la ville de Nouakchott. Autre point à l'ordre du jour, l'adoption de la convention de partenariat et de coopération entre la région de Nouakchott et la région de Rabat, Salé et Kounetra et le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat. Ça, c'est donc cette 4e session ordinaire du Conseil régional qui se tient depuis aujourd'hui à Nouakchott. Quelques images de cette rencontre. Voilà. Autre rencontre, mais cette fois entre le patronat et le directeur général de l'agence de coopération, de l'agence algérienne de coopération internationale. C'était hier soir l'occasion donc de parler de la coopération entre les deux parties et particulièrement la coopération entre la Mauritanie et l'Algérie dans le domaine commercial, des échanges commerciaux. Ça, c'est le directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement qui est actuellement en visite dans le pays. Et c'était à l'issue de sa rencontre avec
le patronat mauritanien, le président de l'UNPM, l'Union nationale du patronat mauritanien. Voilà, des échanges commerciaux aux droits de l'homme pour parler donc du reste de l'actualité nationale. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec nos correspondants de l'intérieur. 4 étapes. Nous avons la Saba, le Gorgol et le Hod El Gharbi. 3 étapes. Et la première étape, c'est la Muqata'a de Konkossa avec la visite de la délégation conjointe de la Commission nationale des droits de l'homme et de l'agence Tazor. Alors, qu'est-ce qu'a fait cette délégation là-bas à Kankossa? Élément de réponse avec ce reportage de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Moutali Sadaq, dont le compte-rendu revient en français par Bokar Baïleba. S'informer des problèmes auxquels les populations locales sont confrontées, tel est le sens de la visite du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salem Ould Bouhaibeni, à Kankossa en Assaba. Sur place, il a tenu une rencontre avec les habitants des localités environnantes. Et ceux-ci espèrent que la nouvelle approche développée par la Commission consacre les droits de l'homme dans le domaine économique et social. Justement, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salem Ould Bouhaibeni, a mis l'accent dans son intervention sur les aspects économiques et sociaux de cette visite, dont le but est d'examiner de près les problèmes des populations locales. Il a précisé que cela se fait en partenariat avec la Délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azour. De son côté, le conseil juridique de Ta'azour, Bilal Ould Dzik, a rappelé que l'agence est le fruit des engagements du président de la République pour mettre un terme à la marginalisation et la précarité dans toutes les wilayas du pays. Rappelons que l'accord entre la CNDH et Ta'azour est de relever les défis liés à la promotion des droits sociaux et économiques des groupes cibles, notamment en matière d'accès à l'eau potable et aux autres services sociaux de base dans tout le pays. Voilà donc pour la visite de cette délégation conjointe, c'est la Commission nationale des droits de l'homme et l'agence Tazor à Kankossa en Assaba. La deuxième étape de notre tournée à l'intérieur du pays, c'est Kaedi, la capitale du Gorgol. Kaedi qui vient d'abriter une réunion de sensibilisation sur le projet de soutien au système de surveillance des maladies et des épidémies en Afrique de l'Ouest, un projet financé par la Banque mondiale. Alors, sur cette rencontre et ses objectifs, un reportage de l'un de nos correspondants permanents là-bas, Mohamed Ali Salek, dont le compte-rendu est revu en français par Abdoulaye Demeba. La wilaya du Gorgol est une zone agro-pastorale qui est propice à la culture de la terre. Cette localité frontalière de la République du Sénégal est aussi une zone de prédilection du cheptel, particulièrement en période hivernale. Afin de prémunir et minimiser les risques liés aux maladies saisonnières, les organisations environnementales et rurales en collaboration avec les autorités administratives ont initié cette campagne de sensibilisation du projet régional de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest afin de consolider le plan de riposte. Ainsi, cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'appui apporté au département de la santé, du développement rural et de l'environnement. Ce projet a débuté au mois de mai 2018 et va durer 5 ans. Le Wali du Gorgol a précisé que cette approche permettra d'instaurer une surveillance des maladies et pandémies identifiées et prendre les mesures pour éradiquer ces maladies. Ce qui, dit-il, va concerner les troupeaux, l'environnement et les personnes. Cette approche, affirme-t-il, a été initiée en collaboration avec les départements ministériels concernés, à savoir la santé, le développement rural et l'environnement. Les participants à cette session ont ainsi suivi une présentation sur les différents aspects de ce projet qui couvre la Mauritanie et 10 pays de la CEDEAO. Et parmi ces maladies qu'il faut suivre, c'est la fièvre de la vallée du Rift, dont des cas ont été signalés en Mauritanie et déjà des victimes, d'où les craintes et les inquiétudes des populations, notamment au Hod El Gharbi, surtout face à cette fièvre, surtout après l'apparition de cas de pasteurellose chez les camélins. C'est un reportage de notre correspondant permanent Abdallah Issouvi, revu et présenté en français par Abderrahman Hamad.
Suite à l'apparition des cas de pasteurellose caméline dans notre pays, le gouvernement a pris un nombre de mesures pour protéger les cheptels contre cette maladie. Ainsi, des équipes vétérinaires ont sillonné les zones pastorales et parallèlement, des campagnes de sensibilisation intensifiées ciblant les éleveurs ont été lancées pour faire connaître cette maladie et éviter les contacts des animaux malades. Le délégué régional du développement rural, Dr Mohamed Mokhtar Mohamed Mouloud, a indiqué que la pasteurellose est à l'origine de la fièvre de la vallée du Rift et nécessite un effort de sensibilisation pour s'en protéger. Le spectre de la maladie a entraîné la disparition de la viande de chameau des marchés de la ville. C'est ce qui a confirmé les citoyens et les vendeurs de la viande dans la ville d'Ayoun. L'avis médical à propos de la consommation du lait et de la viande préconise la prévention. Cette prévention, selon les spécialistes, porte sur l'action vétérinaire, la couverture vaccinale et la protection des consommateurs, exhortant les citoyens à faire bouillir le lait et bien cuire la viande avant la consommation. Donc les mesures préventives face à cette fièvre de la vallée du Rift et à Sika de la pasteurellose. Également des mesures préventives face à une autre épidémie qui a sévi en Mauritanie, c'est celle de la Covid-19. L'évolution de la situation épidémiologique pour la journée d'aujourd'hui, vous le voyez ici, ça, les jaunes, ce sont les cas nouveaux, ça c'est les guérisons. Il y a donc 18 guérisons, 8 cas nouveaux et malheureusement un décès. Et le cumul donc des cas depuis le début de la pendaison, ça vient en douce, voilà, les jaunes, c'est 7548 cas depuis le début, bien entendu, dont 7245 guérisons et malheureusement 163 décès. Et bien entendu, pour faire face à la pandémie de la Covid-19, il n'y a rien de plus précieux que d'observer les gestes barrières. Et c'est ce que se répète sans cesse les autorités de la santé, à savoir de rester chez soi et ne sortir que par nécessité et en sortant le masque et en respecter la distanciation sociale au moins d'1,50 mètre et au retour à la maison, bien entendu, le lavage des mains avec de l'eau et du savon, une action d'ailleurs qui doit être régulière. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est l'audience accordée ce matin par le Premier ministre à l'ambassadeur d'Iran en Mauritanie, l'occasion pour les diplomates iraniens de transmettre les félicitations du vice-président iranien au Premier ministre. Ici, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme qui visitait ce matin des centres d'examen pour le prév en arabe qui a été repris donc aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national. Ici, c'est la journée mondiale du don du sang, journée présidée par la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, tout en vous rappelant, bien entendu, que votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. À demain, Inch'Allah, à la même heure, 21h30. Bonsoir.